Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans ce second webinaire de l'innovation que nous organisons à la Chambre régionale d'agriculture de Corse. Donc, on a encore quelques inscrits, mais voilà, tout le monde arrive tranquillement. Donc, alors, en attendant les petites règles, si vous avez des questions, je vous propose d'utiliser le petit onglet Q et R en haut du menu. Et en fin de webinaire, on aura un espace d'échange où là, on ouvrira les micros pour que vous puissiez intervenir. Alors, nos invités de ce webinaire, il est animé par Julien Bergès, qui est chargé de mission eau et irrigation à la Chambre d'agriculture de région Corse. Et nous accueillons également aujourd'hui Carlos et Joseph de la société Genac, parce que nous allons parler de générateurs d'eau atmosphérique, puisque nous sommes dans l'innovation. Ce webinaire se terminera à midi et si vous voulez bien, j'enregistre le webinaire. Eh bien, Julien, je te laisse la parole. Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui. Alors, ce webinaire a lieu des suites aussi d'une journée technique sur l'eau et la sécheresse, notamment sur l'approvisionnement en eau d'abreuvement pour les troupeaux. Sur ce webinaire, l'idée, c'est de faire un retour sur la situation de sécheresse qu'on peut connaître et les difficultés d'accès à une eau d'abreuvement en quantité suffisante pour nos troupeaux. Euh, avec aujourd'hui des réponses et des technologies qui soient novatrices. Donc pour faire un petit retour sur les besoins en eau des animaux, sur le territoire corse en tout cas, on peut qualifier ces besoins moyens de 60 litres en moyenne pour un bovin, de 6 litres pour des caprins ou des ovins et de 10 litres par jour par animal à chaque fois pour des porcins. Si on ramène en fait ces chiffres-là à un nombre d'effectifs qu'on a sur le territoire, on va avoir en fait la possibilité de calculer avec le nombre d'effectifs et le nombre d'exploitations, le nombre moyen d'un troupeau qu'on va retrouver dans la région. Et donc pour les ovins, on va avoir des troupeaux qui sont autour des 200 têtes par troupeau. Pour les caprins, autour de 150. Pour les porcins, des troupeaux de l'ordre de 90-100 porcins. Et pour les bovins, plutôt des troupeaux autour de 35-40 têtes. Si on corrèle ça du coup avec ces besoins en eau par animaux, on va avoir des besoins en eau d'abreuvement par troupeau moyen en litres par jour. Donc du coup, pour les ovins, on va avoir un besoin de plus de 1200 litres jour, donc un peu plus d'un mètre cube jour. Pour les caprins et les porcins, on va être autour du mètre cube jour, donc 1000 litres par jour. Et pour les bovins, on va plutôt être au-delà de 2 mètres cubes jour. On est environ à 2500 litres par jour. La nécessité d'avoir une eau suffisante en quantité se justifie par le fait de pouvoir répondre à un besoin qui est nécessaire à chaque animal, à savoir que du coup, les animaux vont parcourir en période de forte chaleur une distance maximale normalement de 200 mètres pour aller s'abreuver. Donc, ils vont éviter de s'éloigner au maximum de cette zone d'eau ou de cette zone d'ombrage et ils vont du coup faire une distance qui est comprise entre 400 et 200 mètres au grand maximum pour pouvoir avoir un accès régulier à cette zone d'abreuvement. Dès que l'on dépasse les 28 degrés, les animaux, de préférence, vont rester la plupart du temps de la journée à l'ombre. Pourquoi on parle de manque d'eau? Ce manque d'eau, en fait, il est nécessaire
et du coup impactant pour l'animal dès lors qu'il ne répond pas en quantité suffisante à ses besoins. On va avoir derrière une baisse de sa demande en nourriture, une baisse de sa demande du coup en eau, induit une baisse par exemple pour les animaux en produits laitiers de l'ordre de 20% de production laitière. Donc, à la fois, si on ne répond pas à un besoin en quantité suffisante d'abreuvement, on va avoir une baisse de sa production in fine sur la production agricole. À savoir qu'en plus de la quantité suffisante, l'eau doit être proposée en permanence, elle doit être propre et potable sur les critères animaux et toujours disponible à une température faible, basse, qui est comprise autour de 10-12 degrés. Attention, du coup, quand on est sur des fortes périodes de sécheresse, des fortes périodes de chaleur, ces besoins en eau qu'on a qualifiés tout à l'heure peuvent augmenter et peuvent aller jusqu'à doubler en cas de forte chaleur. Premier système d'abreuvement qu'on peut retrouver et que l'on retrouve le plus souvent dans notre territoire, c'est le transport d'eau. Donc c'est un transport d'eau qui se fait soit de manière organisée avec une grosse remorque citerne qui vient apporter du 3 mètres cubes d'eau de manière régulière, soit on arrive sur des structures qui sont un peu plus de faible volume, avec une remorque citerne de plus faible stockage, donc autour de 600 litres, avec un abreuvoir qui est fixé à l'arrière de cette remorque citerne, ou alors on est sur une tonne à eau qui est déplacée à l'arrière de la benne d'un pick-up, par exemple, pour faire plus simple. À savoir que ces coûts-là diffèrent grandement. Donc, quand on est sur une tonne à eau, on est autour de quelques centaines d'euros pour un mètre cube de volume de capacité de stockage en termes d'investissement. Lorsqu'on est sur l'investissement d'une remorque citerne plus abreuvoir, donc là, on est sur du 650 litres d'eau, on est autour des 2000 euros, donc à chaque fois hors taxe, hein. Et lorsqu'on est sur une remorque citerne qui est de plus grande envergure, pardon, là on est parti sur une remorque citerne de 3 mètres cubes, on est sur des prix qui sont autour de 5000 euros hors taxe en termes d'investissement. Si on compare ça du coup à nos besoins en abreuvement de troupeaux moyens, donc pour les troupeaux moyens d'ovins avec un besoin autour de 1,3 m3 jour, il faudrait du coup soit 2 à 3 tonnes à eau, soit une remorque citerne entière, soit 2 à 3 remorques citernes plus abreuvoir. Donc à chaque fois, sur le tableau que vous voyez ci-dessous, qui apparaît sur votre écran, vous avez à chaque fois le montant qu'il faudrait dépenser en termes d'investissement sur ce matériel-là. Donc idem pour les caprins et porcins. Donc là, on aurait ce besoin d'un mètre cube jour, et donc du coup qui pourrait être couvert soit par une tonne à eau qui serait apportée sur la benne d'un 4x4, soit du coup pour une remorque citerne de 3 mètres cubes jour, on aurait une autonomie de 3 jours. Et donc, du coup, les montants vont être de plus en plus importants au vu des besoins qui vont augmenter, notamment sur le besoin en abreuvement le plus important qu'on ait aujourd'hui sur notre troupeau, qui va être le besoin bovin avec ses 60 litres jour, et donc les 2,5 mètres cubes jour pour un troupeau moyen de 40 têtes. Sur ce besoin moyen-là, ce qu'on va privilégier du coup sur ce type de troupeau bovin, ce sera forcément la remorque citerne qui du coup permettra d'apporter en une seule fois le volume souhaité pour abreuver l'ensemble du troupeau. À ces montants d'investissement, on va rajouter des montants de fonctionnement qui sont liés à des frais, je dirais, journaliers, qui sont soit liés aux allers-retours pour se rendre sur le lieu de la parcelle, donc des allers-retours qui sont liés à des prix de carburant, l'utilisation du véhicule, qui là peuvent être calculés de l'ordre de 5 à 10 euros par jour en termes de carburant, mais auquel il faut aussi ajouter du coup le prix de l'eau. Le prix de l'eau, là, on va le prélever, si on le prélève sur un réseau d'eau potable, par exemple, qui va être autour de 4 euros du mètre cube. Et donc, du coup, en fonction du volume que vous allez prendre de manière journalière, donc soit un peu moins de 1 mètre cube, soit autour de 3 mètres cubes, on va multiplier donc de 4 à 12 euros par jour, juste sur le prix de l'eau. Donc, ça nous fait un forfait global de frais de fonctionnement d'environ 20 euros jour, à savoir qu'on va utiliser
ce fonctionnement-là sur les 4 à 5 mois chauds de l'été. Donc, on va avoir du 20 € jour, donc fois 30 jours, sur les 5 mois après, fois 5 mois. Si on passe sur une autre possibilité de captage d'eau, donc l'accès à des forages, une autre solution qui, elle, a besoin d'avoir une étude préalable pour être sûr d'avoir une quantité suffisante d'eau souterraine pour connaître la profondeur à forer et le débit qu'on pourrait atteindre en termes de débit jour. Donc, sur cette utilisation-là, on va avoir besoin de mettre des mesures de protection. Donc, du coup, là, on va être en dehors de toute dépense que je vais vous appeler tout à l'heure, mais vous allez devoir mettre des systèmes de protection type clôture, type aménagement de sol, pour pouvoir prendre certaines précautions pour contrôler la qualité et le respect, je dirais, de l'ouvrage pour sa bonne intégrité. Il va falloir éviter, tant que faire se peut, de faire des forages trop profonds pour éviter des risques de contamination par minéraux toxiques. Et l'idée, ce sera de positionner un forage qui sera forcément en amont de toute zone susceptible d'amener des polluants. Donc, tout ce qui va être zone de bâtiment d'élevage, sortie de fossé, l'idéal, ce sera de les mettre en point haut des différentes parcelles pour ensuite pouvoir même alimenter de manière gravitaire différents bacs d'eau successifs en sortie de ce forage. Euh, le lieu qui va être nécessaire, vu que là on parle de zones de sécheresse en milieu montagneux reculé, on va être amené à réaliser des forages dans des milieux plutôt rocheux, dans des milieux plus reculés et donc où l'accès est plus difficile. L'idée, c'est que ces coûts de réalisation d'un forage vont plutôt être autour de 25 000 € par ouvrage dans le but d'abreuver notre troupeau. La problématique de cela, c'est la difficulté d'accès, c'est la difficulté de réalisation du coup du forage. On va être plutôt dans des zones de relief, dans des zones amont, des zones où on va avoir une forte présence rocheuse. Donc on va devoir faire un forage plutôt de profondeur. Il faudra être certain d'avoir une quantité d'eau suffisante en termes de débit de jour, mètre cube jour, et en termes de volume global, c'est-à-dire qu'on ne va pas réaliser notre forage sur une nappe d'eau qui pourrait être épuisable très rapidement. L'idée, c'est d'avoir quand même un ouvrage, lorsqu'on fait un forage, qui puisse durer 15-20 ans minimum. Voilà pour ce que j'avais à dire sur la création éventuelle de forages. Donc maintenant, on arrive sur la dernière possibilité que je vous présente aujourd'hui, c'est une innovation technologique, celle pour laquelle on est réunis aujourd'hui, qui est les générateurs d'eau atmosphériques. On avait eu une première présentation du coup le 17 octobre avec la société Genac. L'idée, c'est de vous présenter avec Joseph et Carlos rapidement la technologie, comment fonctionne un générateur d'eau atmosphérique. On a toujours des conditions nominales, donc avec des températures et un degré d'humidité qui font que tel ou tel appareil va permettre de produire une production en litres d'eau maximale. Et du coup, à la suite de leur petite présentation, on va passer une vidéo de présentation du produit, purement le produit. Mais là, désormais, je vous laisse la parole, Joseph, Carlos, pour présenter la technologie. On peut peut-être juste, excusez-moi, de faire une petite pause, savoir si vous avez des questions à poser à Julien par rapport à sa présentation. Alors moi, Julien, le temps que vous rédigiez vos questions, moi j'ai une question à poser. Euh, Effectivement, on a vu que les éleveurs se sont équipés en forage. Or, l'été dernier, on a eu plusieurs cas problématiques puisque les forages étaient à sec. Du coup, quelle est la recommandation? Comment on peut répondre à ces éleveurs qui ont investi et finalement ils n'avaient pas d'eau cet été? Alors, la particularité de ces problématiques-là, c'est que
les forages ont été faits sur des secteurs où euh, la présence d'eau souterraine est faible, est conditionnée à une pluviométrie importante qui génère du coup un apport d'eau qui accompagne une nappe de cours d'eau. Et donc ces prélèvements-là, arrivés en forte sécheresse, si le cours d'eau ne coule plus et qu'il n'y a pas d'apport pluviométrique, je dirais, la présence d'eau dans le sol va se raréfier et donc forcément après, on va arriver à avoir un forage qui est dit à sec parce qu'il est trop dépendant d'une nappe d'accompagnement d'un cours d'eau. Je ne sais pas si ça a entièrement répondu à ce que tu souhaitais, Sandrine. Non, non, mais c'était pour souligner cette difficulté, c'est-à-dire que le forage, en fait, ne résout pas tout. Et peut-être que enfin, une des préconisations, c'est de penser à stocker l'eau quand elle est présente, et donc de prévoir des cuves de stockage ou de la C'est ça. récupération d'eau en gouttière. Voilà. L'idéal, c'est vrai que sur ces forages, c'est de coupler en fait notre forage à une bâche souple, à une cuve de stockage d'un volume conséquent, d'un volume qui doit correspondre à 2 à 4 mois d'abreuvement, pour que idéalement on prélève avec ce forage pour remplir nos cuves avant l'été, pour que si jamais le forage a une défaillance pendant l'été, on a cette ressource en stock dans nos ouvrages de stockage qui peuvent être de type bâche souple, bâche aérienne, cuve pleine, cuve enterrée, diverses formes. J'avais encore une autre question. Est-ce que il existe des aides à l'investissement pour le matériel pour ce type de matériel? Et est-ce qu'on connaît le taux? Ou est-ce que c'est Alors, toujours en vigueur ou... au niveau du territoire corse, on va avoir les aides de l'ODARC sur tout ce qui est réalisation de forage, donc c'est des aides à 50%. Les aides de subvention à 50% du montant. Donc là, par exemple, si on était sur des montants autour de 20 000 euros, il y a 10 000 euros de reste à charge pour l'agriculteur et 10 000 euros qui est pris en charge par le DARC. Sur tout ce qui est matériel de stockage, on va avoir des aides de l'ODARC également, qui sont de l'ordre de 40% minimum jusqu'à 60% si vous êtes jeune agriculteur. Juste avant de passer donc au générateur d'eau atmosphérique, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les abreuvoirs parce que je pense que c'est pas le voilà, on a de l'eau, enfin on va chercher l'eau, on stocke l'eau, mais est-ce qu'il existe des systèmes d'abreuvoirs qui permettent de ne pas gaspiller de l'eau? Tout à fait. Donc en fait, il y a des abreuvoirs qui sont des systèmes commandés directement par l'animal avec des pompes poussoirs, donc des pompes à museau. L'animal en fait va pousser avec son museau un robinet, un capteur qui va directement remplir en eau une auge. Et l'idée, c'est que on va pas venir avoir de l'eau qui va partir par surface, mais qui va juste être bu par l'animal dans un système d'abreuvoir fait et adapté à la taille de l'animal. Donc, que ce soit pour un bovin, un ovin, un caprin ou un porcin, ces systèmes d'abreuvoir poussoirs ont un volume défini par animal. Ça, c'est un système qu'on trouve pas encore beaucoup dans le département, non? C'est un système qu'on trouve plutôt dans les plaines où du coup on a des capacités de stockage et qui sont rattachées soit en direct sur un réseau sous pression, soit avec un prélèvement en cours d'eau ou dans un bassin qui est régulièrement alimenté, de manière à ce qu'il n'y ait pas de stagnation de l'eau et donc de contamination de cette eau-là. Alors, on a une question de Fanny qui revient sur les aides de l'ODARC. Est-ce que l'agriculteur doit faire l'avance de trésorerie pour
pour bénéficier des aides de l'ODARC, parce qu'on a vu quand même le coût d'un forage, c'est assez élevé. Si l'agriculteur doit en faire la vente, j'imagine que c'est peut-être un frein. C'est ça. L'idée, c'est qu'il y a la dépense totale qui doit être assumée et il y a le montant d'aide de subvention qui est remboursé par l'ODA sur Donc, facture. tant qu'on est dans le côté financier, c'est loin d'être négligeable, les 600 euros par mois pour abreuver les animaux. Voilà, si on fait 20 euros par jour multiplié par 30 jours, ça fait 600 euros par mois. Pour un éleveur d'ovins caprins de Corse, c'est quand même un coût non négligeable. Ça représente un coût non négligeable dans les frais de fonctionnement purs d'une exploitation, notamment sur les filières élevage. Ouais. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de continuer ce webinaire avec le côté très innovant sur le générateur d'eau atmosphérique. Et Carlos va vous expliquer la technologie. Alors bonjour. Alors pour revenir à la technologie GENAC, elle va reproduire simplement le cycle naturel de la pluie. On va capter l'humidité présente dans l'air, la condenser grâce à un système de réfrigération très performant, puis on obtient une eau potable de haute qualité. L'avantage, c'est qu'elle est directement disponible sur site. Donc le fonctionnement est très simple. On a une filtration d'air de haute qualité. On a une condensation via des échangeurs de chaleur optimisés, un traitement complet de l'eau pour garantir une potabilité constante et un contrôle automatique plus l'eau pour maximiser la production et surtout réduire la consommation. L'intérêt majeur, c'est qu'on a besoin que de l'énergie pour produire de l'eau. C'est-à-dire qu'avec une source d'énergie, qu'elle soit photovoltaïque ou électrique, ou en situation d'urgence, bien sûr, avec des groupes électrogènes, juste avec cette source d'énergie et de l'air, on peut fabriquer de l'eau. Donc, on a besoin d'aucune ressource locale, c'est-à-dire sur les zones, comme a dit M. Bergès, où les forages ne sont pas possibles, où il n'y a pas de réseau et forcément pas de livraison. L'agriculture et les collectivités, ça offre 3 avantages qui seraient donc l'autonomie totale en eau, même en période de sécheresse, directement sur site, production locale et sécurisée, 24 heures sur 24, et une installation assez simple, une maintenance qui est réduite et un système qui est durable, vu le recul qu'on a sur nos générateurs d'eau atmosphérique. L'avantage qu'on a aussi sur la marque GENAC, c'est que nos générateurs d'eau atmosphérique sont testés en chambre climatique, à chaque degré et à chaque taux d'humidité, ce qui nous permet, avec des données météorologiques, avant chaque implantation, de savoir combien notre générateur va pouvoir produire sur ce site. Voilà pour la présentation de la technologie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je crois que Julien vous a préparé une petite vidéo pour voir presque en réel à quoi ressemble un très gros générateur d'eau atmosphérique. Il a choisi volontairement le plus gros modèle, je crois. Hein. C'est ça. Donc, c'est vrai que sur place, le 17 octobre, vous aviez présenté, je dirais, vos plus petits modèles, avec notamment la C500. Petit modèle, c'est relatif, hein, mais là, sur la vidéo, c'est la présentation du C5000, donc 5000 litres par jour. Donc, je fais juste une manipulation pour changer les micros, pour avoir le son de la vidéo, et je lance tout ça. Ah, Julien, on n'a pas le son. Pourtant, on l'a testé, donc ça devrait marcher. Hein. Voyons comment cela fonctionne.
Dans ces parties-là, on trouve les circuits électriques avec les deux compresseurs et les tableaux électriques. Dans ces parties-là, on trouve les panneaux de configuration puisque nous pouvons tout contrôler à l'extérieur et aussi l'arrêt d'émergence. Si c'est disponible, aussi c'est le réseau électrique. Par là, on trouve l'air frais d'air. Les générateurs, ils prennent l'air de l'extérieur, les filtres avec infiltration en 2 étapes est extrait sous humidité dans une chambre de condensation avec des échangeurs de chaleur et des composants de réfrigération. À l'intérieur du générateur, on trouve les groupes et les groupes électrogènes. Dans les groupes hydrauliques, il y a un réservoir de 2000 litres et l'extraitement d'eau, qui suit la filtration, la minéralisation et la préservation, chlorée ou UV, et aussi les groupes électrogènes, qui a une autonomie de 7 jours. Dans ces parties-là, on trouve les sorties d'eau, qui peuvent être consommées directement C'est le générateur Cumulus C100 000. Il produit 100 000 litres d'eau par jour dans des conditions nominales et c'est la meilleure solution pour les catastrophes naturelles. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à info@genac.com ou visiter notre site web genac.com. Merci. Bon, vous avez tous compris que la société Genac est espagnole, d'où le petit accent de la présentatrice sur cette vidéo. Julien, je te relaisse la parole. Est-ce que c'est bon pour le son? Oui, c'est bon, moi, mon son est Parfait. revenu. Alors. Le PowerPoint, ça paraît bien. Est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu, mais pas en plein Oui. écran. Ah, il est en mode présentateur. Ouais. Voilà, donc maintenant, la question, c'est de savoir est-ce que ces générateurs sont adaptés et sont-ils une solution pour l'élevage corse? Vous n'hésitez pas, Joseph et Carlos, à intervenir, à donner vos commentaires si nécessaire, hein. Vous avez le micro ouvert, donc n'hésitez Et pas. en fait, bon, suite à cette vidéo, là, on a vu le modèle, on va dire, d'urgence, le plus performant, à savoir celui qui est déployé lors de catastrophes naturelles. Il y a un modèle intermédiaire, donc qui est la C5000, mais où il n'y a pas le générateur intégré, tout n'est pas dans un container. C'est-à-dire que le générateur fait la moitié d'un container 20 pieds, comme nous avons pu le voir, et les sources d'approvisionnement, à voir par la suite s'il y a de l'électricité sur site ou si on peut déployer un groupe électrogène à proximité. Pour la C500, qui est le modèle inférieur, il y a une possibilité de la faire fonctionner en solaire. Comme vous pouvez le voir sur l'image de présentation, là où la technologie est expliquée, sur la Corse, on table à peu près sur 60 à 70% de la production qui est annoncée en chambre climatique. Ce qui me laisse dire que bon, une C500 produirait 300 litres par jour, une C5000 dans les 3000 litres par jour. Avec ça, à voir sous quelle forme il est possible de faire des réserves en amont de la saison sèche pour éviter par la suite d'avoir à faire des livraisons dans l'urgence. Comment, à quel endroit, si l'eau est en tension, qu'on est en période de sécheresse, qu'il y a des risques d'incendie, ça vient encore ajouter du stress pour les éleveurs. Donc nous prenons en fait cette solution non pas comme une solution miracle, mais c'est une solution additionnelle pour
pour qu'en période difficile, les éleveurs puissent passer la période en question en limitant en fait les sources d'approvisionnement et surtout pour avoir à disposition de l'eau sur toute la saison sèche. Voilà. Donc la C500 très facilement déployable, la C5000 nous la verrions plutôt sur une zone géographique où il y aurait plusieurs intervenants qui pourraient venir s'en servir, à voir si c'est la région qui investit, si c'est la chambre d'agriculture, enfin un organisme qui serait, on va dire, mandaté pour pouvoir mettre en un lieu bien précis une source d'approvisionnement en eau où les agriculteurs pourraient peut-être venir se servir à l'envie et aux besoins. Voilà. En fait, Julien, Très bien. je crois que Pour- voilà, tu avais fait des Pour compléter simulations les, économiques et après, on a pas mal de questions. Vas-y, Julien, je te laisse finir ton pour diaporama. compléter les propos de Joseph, donc c'est vrai que là, on fait un petit comparatif de la C500 ou la C5000. Pour abreuver du coup nos troupeaux, la C500 sur une production de 500 litres jour, ou légèrement moins dans les conditions locales chez nous, donc 80%, 70% de moins, enfin en capacité. L'idée, c'est que pour un troupeau de moyen d'ovins, de 200 têtes environ, on aurait besoin de 3 générateurs C500. Donc ça voudrait dire qu'au coût unitaire vendu d'un générateur par la société Genac autour de 30 000 euros, il en faudrait 3, ça nous ferait un coût de 90 à 100 000 euros rien que sur l'investissement pur matériel. Ensuite, pour le faire fonctionner, soit on part sur un parc photovoltaïque et donc du coup à l'unité qui couvrirait ses besoins sur une enveloppe à peu près globale sur un chiffre moyen, on serait sur du 12 000 euros. Donc, si on est sur les besoins au vin où on a besoin de couvrir la production de 3 C500, on est sur un prix photovoltaïque à un peu moins de 40 000 euros. On peut le faire fonctionner également sur le groupe électrogène. Donc là-dessus, on serait sur un coût d'environ 18 000 euros additionnel à ce coût d'investissement du générateur. L'idée, c'est que le groupe électrogène, il va être très bien pour venir secourir rapidement une zone. Après, si on est amené à devoir faire des allers-retours pour apporter du carburant, finalement, est-ce que la solution d'apporter, plutôt que du carburant, d'apporter de l'eau avec des tonnes à eau ou des citernes, ça reviendrait pas financièrement à quelque chose de moins onéreux? Très certainement. L'idéal, comme on l'a dit, ce serait de peut-être positionner ces générateurs d'eau atmosphérique sur des secteurs définis, avec peut-être soit un générateur, un groupe électrogène, pardon, soit un accès réseau électrique à proximité sur des points clés, ce qui pourrait permettre peut-être d'avoir du multi-usage, d'avoir de l'eau pour secourir peut-être un secteur à un mot en eau potable, mais également de servir de point d'eau pour remplir une cuve DFCI ou un point stratégique pour remplissage de camions pompiers, ou également derrière un point stratégique où des éleveurs d'une même micro-région pourraient venir s'alimenter en eau. Si on fait le comparatif du coup en termes de prix, si on arrive à avoir une aide régionale, une aide au DARC, l'idée ce serait que ça pourrait permettre de diminuer les coûts bien de moitié, peut-être un peu plus, avec une aide à 60% éventuellement. Ensuite, en termes d'autres coûts liés à ces générateurs, il faut savoir qu'on a des coûts de fonctionnement. Donc, en plus je dirais, de la consommation, soit carburant, soit énergie, réseau électrique, vous allez avoir un kit de consommables. Donc, un kit qui prend certaines pièces d'usure, certaines filtrations qu'il va falloir changer tous les ans à partir de la 3e année, puisque la première année, on a déjà notre kit de filtration qui est inclus dans le produit. La 2e année, il y a vendu avec un kit offert. Et donc, du coup, on a besoin d'utiliser ces kits à partir de la 3e année, donc ces kits de changement, qui sont de l'ordre de 910 euros par an pour la C500 et de 3400 euros par an pour la C5000. Idéalement, la solution idéale serait qu'il y ait un investissement
régional ou intercommunal qui soit fait sur des C5000 à proximité d'alimentation électrique réseau pour venir combler justement dans des micro-régions par cette création d'eau, venir combler ces problématiques de quantité d'eau vraiment très localisées. Et idéalement, il faudrait coupler ces zones-là de points de stockage pour que déjà, tout au long de l'année, ces générateurs puissent produire une eau et remplir des réserves, tout en venant être comblés ou à chaque fois réalimentés par la production journalière qui sera faite durant l'été. Si on reste sur des avantages inconvénients, si on fait un peu le point, si on compare la zone très localisée d'un forage et la possibilité d'amener de l'eau avec un générateur d'eau atmosphérique, les débits vont pas être les mêmes en fonction du forage. S'il est implanté dans un milieu, je dirais, très amont, très en relief, sa production en mètre cubeur va pas être des plus importantes. Et donc, du coup, le coût de production de l'eau restera plus faible qu'avec un générateur d'eau atmosphérique. Mais sa durée de vie, les durées de vie vont être égales sur le matériel, du moins sur le recul qu'on en a. Par contre, on va pouvoir, de manière très localisée, avec un forage, une fois qu'il sera réalisé, alimenter peut-être des bâches souples, des moyens de stockage. Là où, si on a besoin d'une C5000, on ne va pas pouvoir l'approcher au point le plus proche, ou alors ça va représenter des coûts très importants de le faire élitreuiller sur des zones d'altitude. Donc voilà les avantages et inconvénients qu'on pourrait retrouver pour ces différents ouvrages. Si on compare de manière financière les deux solutions, il apparaît que le forage reste quand même plus intéressant dans quelque chose de très localisé, avec un besoin qui resterait quand même plutôt faible. Donc on serait plutôt de l'ordre d'utilisation de forage pour des troupeaux plutôt liés au vin caprin ou porcin. Sur le bovin, la demande va être importante, donc vraiment dépendante de l'étude hydrogéologique faite par un expert qui va pouvoir assurer le fait qu'on va avoir une production mètre cubeur qui soit importante pour le besoin du troupeau. Si l'on passe du coup sur les coûts des générateurs d'eau atmosphérique, aujourd'hui on est sur quelque chose de récent, de nouveau. Les prix sont importants. Quid de l'avenir de l'évolution de ces prix-là dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, ce produit répond quand même à un besoin en urgence, un besoin d'approvisionnement en eau urgent. L'idée, c'est de regarder comment on pourrait mutualiser les coûts d'investissement de ces machines-là à travers une aide régionale, un investissement ou un coût supporté par la région, par ses offices, ou alors venir vraiment sur une multipropriété, multi-usage avec des intercommunalités qui pourraient venir soutenir à la fois leur réseau d'eau potable, à la fois leurs besoins en eau d'incendie, en eau de secours, et à la fois du coup de l'eau disponible pour l'abreuvement leurs troupeaux, pour leurs éleveurs. Donc voilà un petit récapitulatif, synthèse, avantages, inconvénients. On pourra revenir dessus si vous avez des questions. Mais pour Oui, conclure vraiment cette synthèse-là, on retient vraiment que ces générateurs d'eau atmosphérique représentent une avancée technologique importante pour amener de l'eau dans des secteurs reculés, dépourvus de ressources, que ce soit toute l'année ou que ce soit de manière très ponctuelle. Cependant, aujourd'hui, sans aide majeure ou sans subvention conséquente, ça reste des produits qui sont très coûteux, qui sont par contre très fiables, qui, dès qu'on va les brancher, les mettre en fonctionnement, vont nous faire couler de l'eau de manière immédiate. La piste voilà, que nous, on propose et qui serait intéressante à creuser, c'est un investissement par des collectivités, faire des territoires pilotes, ou alors réaliser des groupements en interco, éventuellement passer sur de la location, peut-être que de la location Oui, ponctuelle de aussi. générateurs d'eau atmosphérique sur certains secteurs, sur certaines périodes,
Ça permettrait du coup de développer du multi-usage, ça permettrait de baisser les déplacements des éleveurs, les déplacements qui seraient moins conséquents, moins coûteux. Et également, on y voit un intérêt de ne pas déséquilibrer les réseaux d'eau potable de certaines communes déjà en tension, en venant y retirer plusieurs mètres cubes d'eau très rapidement. Voilà pour ce que j'avais à dire sur ce sujet. Je vous laisse et je vous écoute pour les différentes questions. On vous écoute avec la société Genac également. Alors, on a pas mal de questions. Alors, est-ce que le système de traitement nécessite des remplacements réguliers, comme les filtres, par exemple, ou aucune maintenance si c'est nécessaire? Je pense que tu as dit que on devait changer les filtres une fois par an, Une c'est fois ça? par an. Donc, pour en revenir là-dessus, donc c'est une manipulation. Vous avez 5 filtres, une lampe à UV, et tous les ans, ben, il faut faire le changement. Alors, ça peut être assuré par nos soins, hein, puisque bon, nous sommes formés pour ça. Et c'est d'une simplicité, c'est-à-dire en moins de 2 heures de temps, la machine est de nouveau opérationnelle et repart pour un an. Ensuite, un point important que Julien n'a pas soulevé, c'est que ces machines, si on arrive à les connecter à Internet, elles sont monitorées par l'usine, c'est-à-dire qu'elles sont équipées d'un système développé en interne qui s'appelle Keyconnex et qui fait que la machine est visible par les opérateurs en usine. À partir de ce moment-là, nous faisons une maintenance préventive. Ce n'est jamais du curatif, puisque nous partons du principe, avec ce type de matériel, que ça ne doit jamais tomber en panne, qu'à l'endroit où elles sont déployées, il y a un besoin indispensable en eau. Et c'est la politique de l'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte que la machine ne s'arrête jamais, à part si ce n'est pour changer les consommables. Donc, à savoir Voilà pour un aussi, point très important, puisque ça va donner en fait une fiabilité du matériel et surtout, bon, pour revenir un peu sur ce que disait Julien, c'est du matériel qui va permettre de pallier à un manque à une période donnée, mais rien n'empêche de le faire fonctionner quelques mois en amont pour remplir des réserves et des citernes souples hein, de plusieurs dizaines de mètres cubes qui peuvent être préparés en amont de la saison sèche. donc, à On savoir, avait Joseph, une... que tu parlais du Keyconnex, si la connexion Internet n'est pas disponible, il y a des routeurs 4G qui sont installés dans les machines et qui nous permettent, à partir du moment où on a la 4G, d'avoir ce monitoring De de l'usine. partout où la 4G passe. Voilà. On a une question technique. Est-ce que la température extérieure influe l'efficacité du système et Oui, l'installation est-elle mobile? Est-ce que, voilà, nous, dans notre contexte de montagne, on peut installer un générateur d'eau atmosphérique n'importe où? alors, complètement, on peut l'installer n'importe où. Et comme le disait Julien à juste titre, en fonction des taux d'humidité et des températures, nous allons pouvoir faire un tableau de production préventif. C'est-à-dire qu'avec les éléments donnés, on va être capable de vous dire si vous voulez mettre une machine à tel endroit, avec les données météorologiques et d'humidité que nous avons, nous sommes en capacité de vous annoncer et de vous certifier une production de tant de litres d'eau par jour. Voilà. À Donc, savoir, ah oui, vas-y, continue, je Joseph. t'en prie, non, non, mais je t'en prie. Alors, à savoir que, bon, sur les données techniques, nos générateurs vont fonctionner de 10 degrés à 45 degrés. En dessous de 10 degrés, on aura une production qui sera très minime. À partir de 10 degrés, on commence à générer. Donc, pour répondre à la question, de 10 degrés à 45 degrés. Plus on va avoir de chaleur, forcément, plus on va avoir de production. Parce que vu que c'est un système de condensateur avec réfrigérant inversé, ça nous permet que plus il y a de chaleur et plus on va avoir ce rendement important. Voilà. Néanmoins, donc dans les pôles et dans les déserts, ça ne fonctionne pas en fait. Ah, De- si, ça Ah fonctionne, si, puisque nous en avons une à Djibouti, c'est pas réputé pour qu'il fasse très chaud, très froid, pardon. Donc le choc thermique entre le jour et la nuit fait que la machine fonctionne à plein sans problème, hein, quoi. Oui, on est vraiment limité, on va dire qu'on est vraiment limité plus la température est basse, mais quand on dit 45 degrés, c'est une limite, mais bon, la machine peut travailler même jusqu'à 50 degrés.
Donc voilà, la chaleur est vraiment importante sur ce point-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en ai pas vu, mais je peux peut-être désactiver les micros. Vous pouvez lever les mains et... Même pour compléter ce que disaient Carlos et Joseph, c'est vrai qu'avec Carlos, on a travaillé un peu sur des données météo dans certains secteurs. Donc, il paraît évident que l'hiver, la production va être nettement moindre, peu importe la localité, qu'on soit en plaine, en altitude. La production va être plus faible, mais dans certaines localités, dans certaines micro-régions, on voit qu'à partir du mois de mai, on commence à pouvoir avoir je dirais de mai à octobre, avoir des productions journalières qui restent très intéressantes. Et alors, quand on rentre je dirais de juin à septembre, sur les 3 à 4 mois d'été, la production est à son maximum à environ 350 voire 400 litres au jour. Voilà, ça veut dire qu'on Soit atteint c'est les 500, pardon. 70%, 75% de production sur les périodes en tension. Oui, là où le besoin est le plus important, on dira. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Donc, écoutez, donc, je pense que Ah, si, ah oui. J'ai encore, pour conclure, c'est vrai que ce système nous a paru innovant, mais bien évidemment, compte tenu de la situation économique des filières d'élevage qui sont en tension, pour l'instant, ce système, pour nous, il ne peut être concevable qu'à titre collectif et peut-être aussi porté par une collectivité, ce qui permettrait également d'avoir des financements qui seraient peut-être autres que ceux de l'agriculture. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on va suivre. Ben, écoutez, je remercie nos invités Joseph et Carlos. Je vous remercie également de votre participation à tous. Euh, écoutez, je vous donne rendez-vous sur le prochain webinaire de l'innovation, où là, on va être sur une innovation complètement à l'opposé des générateurs, puisque nous parlerons de la pie-grièche et des tortues d'Hermann, qui sont des alliés pour l'agriculture corse. Et donc, je vous laisserai découvrir tout ça le 6 janvier. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne fête, de très bonnes fêtes de fin d'année, puisque ça y est, on est en décembre. Et je vous remercie encore de votre participation. Vous pouvez retrouver le webinaire, cet enregistrement sur notre site internet, ainsi qu'une brochure que Julien a rédigée sur les différents systèmes d'approvisionnement, la réglementation et il y avait quelque chose également sur les abreuvoirs. Merci beaucoup à tous. Merci Merci et beaucoup. n'hésitez pas à revenir vers nous par email si vous voulez qu'on vous envoie de la documentation ou des éléments complémentaires. Voilà, je mettrai vos coordonnées dans le dossier de ce webinaire. Entendu. Merci. Merci Merci, beaucoup. bonne journée. Bonne Merci, journée. Julien. Bonne journée. Merci, Julien. Merci à tout le monde.